Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment and look at the overhead windows on Discovery. Bonsoir Sandra. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Alors peut-être une petite précision pour les auditeurs. Donc Sandra est juriste et plus précisément fiscaliste. Elle est donc là pour nous présenter la loi de finances de 2017 qui a priori réserve son lot de surprises. Alors si tu es d'accord Sandra, peut-être avant qu'on te pose des questions, pourrais-tu rapidement expliquer ce qu'est une loi de finances et quelles sont les principales dispositions de la loi de finances pour 2017 ? La loi de finances est l'un des textes clés, l'un des textes phares de la fin de l'année civile. Elle décide de l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État pour l'année à suivre. Cette année, la loi de finances n'a pas été, son adoption en tous les cas, n'a pas été des plus académiques ni des plus démocratiques selon moi. En effet, le rejet du texte par le Sénat, au travers le vote d'une question préalable prévue par le règlement intérieur du Sénat, n'a pas permis à cette assemblée qu'elle puisse être discutée démocratiquement par les deux assemblées pourtant démocratiquement élues. Cette loi de finances pour 2017 a pourtant mis en place des réformes d'envergure, telles le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2018. Au-delà du prélèvement à la source, il y a également la mise en place de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés à compter de 2017 à hauteur de 28%, alors qu'il était auparavant à hauteur de 33%. Il y a des mesures également un peu plus symboliques, telles l'exonération d'impôt sur le revenu des personnes qui sont décédées à la suite d'attentats terroristes à partir du 1er janvier 2015. Alors si la mesure n'était pas si triste, finalement, on pourrait presque en rire, parce que seules les personnes qui sont décédées ont droit à une exonération d'impôt sur le revenu et pas celles qui ont été blessées, plus ou moins gravement. L'ensemble de ces mesures est donc contenu dans la loi de finances qu'on dit initiale pour 2017, qui s'inscrit dans un contexte politique particulier compte tenu des élections présidentielles en 2017, la loi de finances rectificative pour 2016 et la loi de financement de la sécurité sociale également pour 2017. Les mesures qui sont comprises dans ces différentes lois sont des mesures assez techniques qui ne parlent pas directement aux citoyens qui sont pourtant les premiers contribuables et les premiers concernés. L'une des mesures qui pourtant nous parle à tous, c'est la baisse de l'impôt sur le revenu qui est entrée en vigueur dès cette année et dès lundi. Une baisse de 20% de l'impôt sur le revenu pour les revenus que l'on va dire qui sont présentés comme modestes et qui ne dépassent pas 18 500 € pour une personne seule. On voit que cette loi de finances de fin de quinquennat s'oriente dans une perspective de baisse de l'ensemble des prélèvements au niveau des différents contribuables. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Est-ce que tu penses du coup que c'est une loi assez clientéliste finalement quand on arrive à proximité des élections et en fin de quinquennat et peut-être pour redorer un petit peu l'image de ce quinquennat assez compliqué? Je ne sais pas si c'est une loi clientéliste. En tous les cas, c'est une loi qui marque la fin d'une période d'augmentation significative des impôts pour tout le monde. Mais en tous les cas, c'est une loi qui a été accusée de ne pas être sincère économiquement, de présenter un budget qui, a priori, n'était pas viable. Et c'est la raison pour laquelle le Sénat a décidé de ne pas discuter de cette loi cette année. Alors, elle a été jugée donc non viable parce que j'imagine que baisse d'impôts, baisse de rentrée d'argent. Quels sont les postes, je ne sais pas si tu as la réponse à ma question, mais quels sont les postes de dépenses qui se sont vus un petit peu, on va dire, restreints? Les dépenses sociales, au niveau des dépenses sociales, il y a eu un certain nombre de restrictions. Mais dans l'ensemble, on est sur une certaine stabilité sur l'ensemble des dépenses publiques qui existaient auparavant. D'accord. Alors, je monopolise les questions, mais si vous avez des questions, vous avez le droit également d'intervenir.
Moi, Je pose une question, c'est une question un peu plus politique que juridique, mais est-ce que le fait que le président du Sénat soit quand même un fervent partisan dès les primaires de François Fillon, on peut considérer que ça a joué dans cette décision assez politique au final du Sénat? Oui, je pense qu'on peut le dire assez ouvertement. Les sénateurs de gauche étaient favorables à une discussion. La question préalable, elle vient de la majorité de droite du Sénat. Donc il est tout à fait possible que, effectivement, les élections, etc., aient contribué au fait que le Sénat décide de ne pas discuter de cette loi. Il y a une espèce, selon moi, de prise en otage de la loi de finances qui va déterminer en fait la vie politique de la nation pour l'année suivante et avec le prélèvement à la source sur bien d'autres années encore. Il y avait une véritable prise en otage du démocratique et du droit, finalement, par le politique. Est-ce que le Conseil constitutionnel a été saisi sur cette loi ? Oui, le Conseil constitutionnel a été saisi sur cette loi. Donc il y a des mesures comme la taxe au Google, par exemple, qui ont été censurées. C'était pourtant des mesures assez importantes, mais il ne s'est pas prononcé, par contre, sur le fait que le Sénat ne s'était pas prononcé sur cette loi. Alors, l'explication que moi j'ai, c'est que la question préalable, c'est quelque chose, c'est une procédure qui est prévue par un texte qui ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité, donc le Conseil constitutionnel, de toute manière, ne pouvait pas en opérer le contrôle. Voilà. Et ça pose un problème parce qu'on voit qu'on assiste à la mise en place d'une certaine paraconstitutionnalité qui permet, ou en tous les cas qui empêche les institutions de fonctionner démocratiquement normalement, mais qui ne peut pas faire l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel. Donc si on revient sur cette loi, c'est quand même une loi adoptée dans des conditions très particulières et qui pourtant prévoit une réforme plus que conséquente. Moi, je pense surtout à l'imposition à la source. Ouais. Et du coup, d'un point de vue très pratique, je sais que ça avait été beaucoup débattu puisque imposer à la source en 2017 supposait soit, fiscalement de perdre les revenus de l'année 2016, soit de faire une double imposition en 2017. Alors, si j'ai bien suivi, je pense que c'est plutôt la deuxième solution qui a été choisi, mais peut-être que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus. Alors, il n'y aura pas ni véritablement d'année blanche, ni de double imposition. En fait, en 2017, on va payer, comme on le fait d'habitude, les impôts que l'on a déclarés, les impôts qui sont dus au titre des revenus 2016. Et en 2018, on paiera les impôts 2018. Donc, effectivement, on a l'impression que la fiscalité sur les revenus de 2017 n'aura jamais lieu, mais en matière de trésorerie, en matière de flux de trésorerie, pour l'État, ça ne va rien changer. Il ne va pas perdre une année en trésorerie de recettes fiscales. Oui, mais là, il y a peut-être quand même certains qui vont en profiter. Enfin, moi, je me fais avoir parce que là, je suis au chômage, donc je gagne moins. C'est l'année où j'aurais été imposée là-dessus où je perds, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui vont, à l'inverse, en profiter pour avoir de grosses rentrées d'argent sur l'année qui ne va pas être imposable ? Alors, oui, mais il y a un mécanisme qui a été prévu, en fait. Donc, le prélèvement à la source pour 2018, ce sera sur les traitements et salaires constants tels qu'ils sont versés par l'employeur. Et tous les revenus exceptionnels continueront à être déclarés et feront l'objet d'une imposition complémentaire. Ah, donc, il n'y aura pas... Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour éviter que l'on puisse tricher. Ah non, mais c'est intéressant de le savoir parce que je pense que tout le monde s'est posé la question et s'est demandé comment ça allait être mis en œuvre justement pour pas qu'il y ait trop d'abus à ce moment-là. Oui, mais ça permet également une certaine, entre guillemets, stabilité économique parce que derrière les questions fiscales, il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur ces questions-là, de défiscalisation, d'investissement et qui avaient quand même besoin de pouvoir connaître un petit peu les modalités de ce prélèvement à la source, mais ce sera sur des flux constants. Donc, s'il y a des grosses rentrées d'argent ou des plus-values ou des ventes d'actions, ce genre de choses, de toute manière, il continuera à avoir une imposition à part entière sur ce genre de revenus. D'accord. Et est-ce que dans l'hypothèse d'une alternance avec... on a vu que l'ancien PDG d'AXA... sa question. Je sens que je ne vais pas l'aimer, sa question. On sent que l'ancien PDG d'AXA est pressenti pour, si François Fillon était élu, devenir le nouveau ministre du Budget, Henri de Castries.
Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il s'est déjà prononcé sur le prélèvement à la source, puisque est-ce que l'alternance pourrait mener à un abandon de l'imposition à la source? L'alternance pourrait mener à un abandon du prélèvement à la source. L'idée du prélèvement à la source peut être une bonne idée en fait. Se dire qu'on va être prélevé en matière fiscale directement sur les revenus dont on dispose et non pas avec un décalage d'un an qui peut entraîner des difficultés pour certains parce que d'une année à l'autre on peut être au chômage, on peut tomber malade et on va quand même devoir payer son imposition sur les revenus qu'on a eu l'année antérieure alors qu'on n'a pas forcément les fonds l'année du paiement pour pouvoir les acquitter. Donc l'idée du prélèvement à la source c'est de rendre l'impôt contemporain du revenu et que finalement l'imposition colle parfaitement avec les revenus dont vous disposez. Et c'est en tous les cas comme ça qu'elle a été présentée lors de sa discussion à l'Assemblée nationale. Effectivement, certains ont dit, on a pu l'entendre à la radio, que s'il y avait une alternance, le prélèvement à la source serait abandonné. Ça commence à s'atténuer un petit peu à ce niveau-là. Il serait peut-être remis le mécanisme, certaines choses seraient peut-être remises en cause, mais l'idée, le principe du prélèvement à la source, je ne pense pas qu'il sera abandonné, parce que c'est quelque chose qui existe dans de nombreux États européens, au Danemark, en Italie, et qui est plutôt, qui apparaît comme un élément de la fiscalité moderne. D'ailleurs, sur ces modalités pratiques, je ne sais pas si je vais me tromper ou pas, mais du coup, l'impôt serait directement prélevé sur les salaires et après, il y aurait une remise à niveau en fonction justement des plus-values, etc. à la fin de l'année. Il y aurait une déclaration complémentaire. Il y aurait d'abord l'impôt. En fait, quand on va recevoir son salaire, il y aura un prélèvement qui sera déjà opéré et qui doit être fait par l'employeur. Certains, d'ailleurs, avaient demandé que l'employeur puisse être rémunéré à ce titre-là. Bon, finalement, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait déjà le système de la TVA qui prévoyait une collecte par des personnes, par des entreprises qui ne faisaient pas partie de l'administration fiscale et que ça se passait très bien. Donc les employeurs, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'ils devraient être financés pour assurer cette collecte-là. Et donc il y aura soit l'administration va informer l'employeur du taux qui s'applique à son salarié, mais le salarié pourra choisir un taux neutre, de façon à ce que l'employeur ne soit pas au courant finalement du pourcentage d'imposition qui s'applique à son foyer. Donc il pourra quand même y avoir un certain, pas secret, mais une certaine protection de sa vie personnelle. Parce que sociologiquement, c'est pas évident non plus de dire à quelqu'un que son employeur va être au courant des revenus qui sont perçus par son foyer. Voilà. Et surtout en France. Il y avait des études sociologiques qui avaient été faites là-dessus et qui démontraient qu'en France, il y avait véritablement un caractère assez réfractaire à ce qu'on puisse donner ce genre d'informations personnelles à son employeur. Oui, je vois que tout a été bien pensé. Alors peut-être une dernière question, rapidement, très rapidement. Dernière question, est-ce que le prélèvement à la source, c'est pas quelque part une sorte d'anesthésie fiscale, un peu comme la TVA? Pour que ce soit moins douloureux? Oui, voilà. À la fin? Oui, il y a cette idée-là. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont mensualisées. Donc pour elles, ça ne va pas changer forcément grand-chose parce qu'elles ont déjà prévu de lisser le poids de l'impôt et la lourdeur de l'impôt sur l'ensemble de l'année. Mais effectivement, ça paraît... Politiquement, je pense que c'est quelque chose qui peut être important parce que ça permet d'atténuer le choc de l'imposition par tiers lorsqu'il arrive au mois d'août, par exemple. Écoute, merci beaucoup Sandra pour toutes ces informations. Merci à vous. Je pense que tout le monde en aura appris un petit peu plus. Puis je vous propose une petite pause musicale.